Nous sommes le 27 août 1947. Le lieu, le Vigan, une petite ville tranquille nichée dans les Cévennes. La France lèche encore ses plaies de la guerre. Mais en ce matin particulier, une autre histoire est en train de naître. Une histoire qui sera racontée et répétée pendant des générations. Une histoire d'audace, une histoire de génie. La Banque de France, forteresse de la finance, a été vidée. Non par la force, non par la dynamite, mais avec la précision discrète d'un fantôme. Et là, il découvre l'impensable, le coffre-fort est ouvert. 134 lingots d'or, pesant chacun 1 kilo, ont disparu. Et avec eux, près de 20 millions de francs en espèces. La nouvelle frappe le Vigan comme un coup de tonnerre. Le casse parfait, les journaux titrent « Casse du siècle », ne laissant derrière eux qu'un mystère parfait et durable. Alors comment ont-ils fait? C'est la question qui hante les enquêteurs. La porte principale était verrouillée. Le coffre-fort ne montrait aucun signe d'effraction. Pas de marque, pas de brûlure, pas de résidus d'explosifs. Il a été ouvert proprement comme par l'un des employés. Les voleurs avaient une clé, ou plutôt un jeu de clés. Ils avaient la combinaison. Ils connaissaient les routines, les faiblesses, l'âme de la banque. Ce n'était pas un coup de force, c'était une opération chirurgicale. Les détails sont glaçants par leur simplicité. 130 hucs, 4 kg d'or. Lourd, encombrant et difficile à transporter discrètement. Ils avaient besoin d'un véhicule et d'un plan pour déplacer la cargaison. Pourtant, personne n'a rien vu. Aucune voiture suspecte, aucun bruit étrange. Cette absence de violence est ce qui distingue vraiment le casse du Vigan. Les voleurs étaient des penseurs, pas des voyous, leur arme était l'information. Le jeu est lancé, mais la piste refroidit. La réaction des autorités est immédiate et massive. Voler la Banque de France, c'est comme voler la République. Paris envoie ses meilleurs éléments, la brigade criminelle, le SRPJ de Montpellier. Des barrages sont mis en place à travers les Cévennes. Chaque voiture est arrêtée, chaque coffre est fouillé, le filet est jeté loin, mais il est trop tard. Qui avait accès aux clés? Qui connaissait la combinaison? La liste est courte. Le directeur, le caissier, leurs vies sont disséquées, leurs finances scrutées. Mais la police ne trouve rien. Ils interrogent des dizaines de personnes. Ils ne rencontrent que hausses d'épaules et réponses évasives. L'enquête piétine. Le mur du silence est absolu. Les voleurs deviennent des figures populaires, célébrées pour leur audace. Le dossier s'épaissit et pourtant la piste est froide. Les enquêteurs de Paris sont déroutés dans les Cévennes rudes et mutiques. Le crime parfait reste parfait. L'enquête n'avançant pas, une nouvelle théorie commence à prendre forme. La guerre n'est terminée que depuis 2 ans. La région des Cévennes fut un foyer du maquis. Ces hommes connaissaient le terrain, les chemins cachés et comment disparaître. L'après-guerre fut difficile. Certains anciens résistants pouvaient avoir un motif. Les compétences du maquis infiltration, sabotage, réseau pourraient servir un autre but. Un nom revient. Le Grand, une figure charismatique du maquis local. La rumeur explique aussi l'omerta, la loi du silence. Parler aux étrangers de Paris aurait été une trahison. La communauté protège les siens. La police enquête discrètement mais se heurte à un mur de loyauté. Les suspects ont des alibis fournis par leurs compagnons d'armes, une défense presque inattaquable. La police poursuit des ombres, aux prises avec une histoire locale qu'elle ne comprend pas. Le casse du Vigan s'entremêle avec l'héritage de la résistance. Les secrets du maquis ne sont pas à vendre, personne ne parle. L'hypothèse est convaincante, mais elle reste une hypothèse. La vérité semble enterrée avec les secrets de la guerre. Des décennies passent, les enquêteurs prennent leur retraite, le dossier prend la poussière dans une archive, les 134 lingots n'ont jamais refait surface. Faire fondre, blanchir, enterrer, chaque option pose des problèmes logistiques. Peut être des caches sous des cabanes de bergers, des puits, des caves emmurées. Ou peut-être passer en contrebande vers la Suisse ou l'Espagne. Certains pensent qu'il fut divisé et caché en petites sommes à travers les collines. D'autres prétendent que la cupidité a conduit à la trahison et au meurtre. Le trésor devient un fantôme, attirant chasseurs de trésors et conteurs. Il est devenu le monstre du Loch Ness des Cévennes, un mythe impossible à prouver. Parfois, de vieux billets ressortent des murs lors de rénovation, des indices fragmentaires. Les hypothèses sont infinies, enterrées, blanchies, divisées ou perdues pour toujours. Quel que soit son destin, le trésor reste insaisissable. Le lingot fantôme du Vigan est plus qu'une fortune perdue, c'est une part de l'identité locale, la légende perdure transmise de parents à enfants.
Au final, personne n'a jamais été condamné pour le casse du Vigan. Les principaux suspects sont devenus des citoyens ordinaires, commerçants, agriculteurs, conseillers municipaux. Ils ont emporté leurs secrets dans la tombe. Le caissier René Bourgeon, blanchi officiellement, mais hanté par l'affaire, il était l'homme aux clés, l'homme à la combinaison. Était-il complice, contraint ou innocent? Aujourd'hui, 27 août 2025, 78 ans plus tard, le mystère reste entier. C'est une histoire parfaite parce qu'elle n'a pas de fin. Un témoignage d'ingéniosité, de loyauté et du pouvoir d'un secret. Si vous étiez tombé sur ce trésor, qu'en feriez-vous? Seriez-vous assez sage pour le laisser, ou céderiez-vous à la tentation? Ou dans ce monde pourriez-vous dissimuler 134 lingots d'or? Le mystère est maintenant le vôtre. Le trésor est toujours là, quelque part. Et vous, où cacheriez-vous un trésor de plusieurs millions? Dites seul en commentaire.